Salut les chums, c'est Gab du Rien que c'est une brosse podcast. Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, je suis très content. Je reçois Frédéric Lauzon, copropriétaire de la brasserie Willsey. Salut Fred, ça va? Ça va bien toi-même? Ça va très bien. Je suis très content aujourd'hui parce que c'est enfin, vous n'êtes pas beaucoup à m'écrire, mais quand vous le faites, ça vaut son pesant d'or. Fait que Fred, c'est toi qui m'as écrit justement pour qu'on parle un peu de votre brasserie. Puis, dans le fond, j'ai basé mes questions un peu sur des entrevues que tu as déjà faites avec JF Le Gentil dans le Oui. passé. Fait que, dans le fond, on va parler un peu de brasser l'érable. C'est un gros thème, là, mais on va y venir. Mais pour commencer, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de vous autres, où est-ce que vous êtes situés, depuis combien de temps vous êtes ouverts, etc. Ben, écoute, nous, on est situé dans la ville de Saint-Placide. OK. Beaucoup de personnes me demandent c'est où Saint-Placide. Écoute, c'est le village voisin de la ville d'Oka, OK. Mirabel, près de la Chute. On est ouvert depuis le 1er janvier 2019. Donc, on vient OK. de terminer là, l'équivalent de notre cinquième été, en fait. Ah, OK, c'est cool. Fait que, dans le fond, vous allez fêter votre cinquième anniversaire l'année C'est ça, prochaine, c'est ça? on a le vrai cinquième anniversaire le OK. 1er juin de 2024. Ah, OK, cool. D'où est-ce que c'est parti, le projet? Pourquoi vous avez ouvert une brasserie? Ben écoute, c'est parti de loin cette idée-là. Ouais. C'est qu'en fait, nous, on est sur une terre agricole ici où on avait un élevage de chevaux. Puis ma conjointe avait un élevage. Puis elle s'est séparée de son ex-mari. Moi, je suis arrivé dans le décor en 2013. Et OK. puis, ça faisait en fait 20 ans qu'on se connaissait. On avait eu une petite relation au secondaire, puis on s'est recroisés 20 ans après. C'est une belle Et ça a histoire, ça. recommencé de plus belle. OK. Puis, ce qui est arrivé, c'est que elle a décidé de cesser son élevage de chevaux OK. et nous, on cherchait un nouveau projet. Et ce qui est arrivé, c'est que les enfants, à un moment donné, se sont retrouvés dans des camps d'été, puis on avait 2 semaines devant nous. Puis on s'est dit, OK. qu'est-ce qu'on fait? Ben, on a été en Europe, on a été faire le tour de l'Irlande, et là, on a fait le tour de toutes les distilleries, brasseries, et on a eu l'idée d'implanter le projet ici sur la ferme d'une distillerie. Bon, OK. là, tu sais très bien qu'on s'appelle Brasserie Willsey. C'est tout simplement que l'idée, avec le temps, a changé et s'est transformé en brasserie, là, compte tenu, entre autres, des législations québécoises là, qui sont pas favorables pour le permis artisanal pour le whisky. Alors, on Ouais, a tout OK. simplement changé pour aller vers la brasserie, mais on est quand même très content. On avait fait beaucoup de travail au préalable. On avait même, je suis allé même faire des formations en Colombie-Britannique pour apprendre à distiller les OK. bases. On avait vraiment trippé sur le sujet. En 2017, on a décidé d'aller faire un stage en Écosse même. Alors, on est OK. allé distiller Wow. là-bas dans une distillerie qui s'appelle Ballinadalock qu'on devrait entendre parler bientôt parce qu'ils sont rendus à peu près à leur 8e, 9e année d'existence et on commence à voir des bouteilles apparaître. Alors nous, OK. on a été chanceux, on a été travailler nos recettes pour faire le whisky là-bas. C'était vraiment une super belle expérience, mais malheureusement, de fil en aiguille, avec l'étude des lois, Mhm. autant du côté de la Régie des alcools que le côté également du ministère de l'Agriculture. Bon, on a décidé de laisser tomber le côté de la brasserie, pas de la brasserie, mais de la distillerie pour se pencher du côté de la brasserie. OK. Alors, c'est un peu ça l'histoire de la brasserie Willsey. Puis pour savoir là d'où vient justement le nom Willsey, plusieurs nous le posent cette Ouais. question-là. J'allais te la poser, ouais. C'est que, écoute, quand on s'est rencontrés, moi puis José, moi j'avais 2 enfants, elle en avait 3. Puis la première chose qu'on s'est dit, c'est qu'on verra. Et on verra comment ça va aller. Puis quand on est parti, la brasserie, mais c'était un peu ça. C'était on verra. Alors ça s'est transformé en We will see, on verra. Alors c'est la brasserie Will See. C'est donc bien parfait comme histoire, ça. C'est. Wow, wow. OK. C'est parfait comme nom, ça. J'avais jamais réalisé en plus que ça serait Will See. Ah oui, c'est vraiment bon. On Bien savait pas trouvé. trop ce qu'on faisait, alors on s'est dit on verra. Fait qu'on C'est parfait. Wow.
Est-ce que vous étiez des brasseurs de formation ou d'expérience ou tu as appris sur le tas? Ou... Ben écoute, comme je te disais, on a fait des formations du côté whisky. Ouais, Donc, à la base, un whisky, c'est de faire une bière. Évidemment qu'il n'y a pas de doublon, mais ça reste qu'on fait un mou. Tu sais, on cherche à faire le plus d'alcool possible pour la distillation. Donc, on avait quand même une base, mais c'était pas une base aussi élaborée que le côté brassicole peut demander. Tu sais, c'était toujours le même type d'orge, la même levure, etc. On avait beaucoup de choses à apprendre. OK. Alors, quand on a décidé de partir la brasserie, on s'est épaulé de quelqu'un pour nous aider, hein, qui travaillait avec le ministère de l'Agriculture. Puis, il nous a aidé évidemment à démystifier ce qui nous manquait. C'est du OK. côté des différents grains. Tu sais, comme je disais, c'est toujours le même grain en brasserie. C'est pas tout à fait la même chose. On s'entend qu'il y a plein de grains. Le Mhm. houblon, c'était tout un univers que nous, on connaissait pas. Même si on boit de la bière et que j'en ai bu depuis vraiment longtemps, j'avais pas ces connaissances-là. Donc, on a commencé comme ça, avec OK. un consultant. C'est Christian Marcoux qui est connu dans le milieu Ouais, brassicole, ouais. qui est venu nous donner un coup de main. Puis ça a OK. été favorable. La première année, on a travaillé nos 4 premières recettes. Puis suite à ça, ben, là, moi, j'ai commencé à lire et à lire sans arrêt. Écoute, je lis encore tous les jours sur le sujet. Je suis comme inarrêtable. J'ai toujours des idées, puis c'est toujours le fun d'apprendre des nouvelles choses. Alors, Ouais. c'est comme ça qu'on a démarré. OK. Mm. Puis à un moment donné, ben, j'ai eu l'idée d'aller aller plus loin dans mes recherches. Puis je me suis inscrit dans un cours universitaire. OK. Je suis allé étudier en France un Ah, ouais. mois à l'Université de La Rochelle avec 25 autres brasseurs qui étaient là. Et là, OK. on a travaillé tout ce qui était microbiologie, biochimie, OK. physique, technique brassicole. On a travaillé un mois ensemble sur tout. Et ça l'a vraiment aidé ma pratique. J'ai OK. fait des changements aussi minimes mais qui donnait des rendements vraiment plus intéressants, autant sur le rendement de brassage que sur le goût qu'on allait chercher. Ça a OK. été vraiment super cool. Ah, ouais. Pourquoi Ouais. la France? Parce que je voulais pas faire comme tous les autres. Moi, j'aime ça quand on fait des choses différentes. Puis, je trouvais qu'il y avait un beau programme. En fait, j'avais essayé de m'inscrire en Belgique pour commencer. OK. Mais sauf qu'il aurait fallu que j'aie une maîtrise déjà en biochimie ou en agricole. Qu'est-ce qu'il me demandait? Chimie, biochimie ou sciences agricoles, ce que j'ai pas. Moi, j'ai pas de maîtrise. Moi, j'ai étudié en mathématiques à OK. l'université, mais j'ai pas de maîtrise dans ces domaines-là. Donc, même si mon projet était très intéressant, j'ai parlé avec la directrice là-bas. Elle me disait, écoute, t'as pas l'expérience, puis en plus, t'as pas les qualifications, alors on pourra pas t'accepter. Et c'est là que j'ai cherché. Puis je OK. trouvais sur cette formation-là, les commentaires étaient super bons. Voilà, je me suis lancé, puis ça a été une super belle expérience. Encore aujourd'hui, là, je communique souvent avec les gens là-bas, puis on s'échange un paquet, un paquet d'idées, puis surtout des fois des questions plus techniques un peu. Ouais, ouais. Alors, on s'échange pas mal de choses, c'est vraiment intéressant. Ah, c'est cool. Ben, t'as fait. Ben, c'est vraiment intéressant, tous les genres de stages que tu as fait, dans le fond, en Oui, Europe, là. Ça oui. t'amène, ça doit t'amener quand même beaucoup de connaissances différentes, justement, comme tu disais, de moi, mettons, là, dans ma job, là. Oui, C'est ben, vraiment tu hot. vois, eux autres, ils me demandaient qu'est-ce que je faisais en France, justement, en me disant, comme il me semble que c'est en Amérique qui se fait de la bière, tu sais, puis, Ah ouais, ok. ouais, parce que, c'est nous, les Français, on est plus sur le vin, on est moins sur la bière. Oui, mais j'avais vraiment besoin de quelque chose de très pointu scientifiquement. Puis, c'est ce cours-là qui me l'a donné. Tu sais, OK. je lisais beaucoup. À un moment donné, tu lis tout le temps, tu poses des questions et tu n'as jamais la réponse. Et c'est Hmm. là que je me suis dit, ah, OK, là, c'est le temps que j'aille plus loin. Puis je suis allé dans ma langue. Le Ouais. français, c'est plus facile. Je sais qu'il y Hmm. aurait eu des formations ici au Québec que j'aurais pu faire, mais comme je te disais, moi j'aime ça des fois aller voir ce qui se fait ailleurs également. Hmm. Puis ça vient teinter. Puis je suis un amoureux de l'Europe, là, faut pas s'en cacher. J'ai déjà vécu en Europe aussi. Alors Ah ouais? OK. ouais, à chaque fois que j'ai la chance d'y retourner, l'idée se germe assez facilement. OK. Ah, c'est cool. Ben, on va tomber tout de suite dans le vif du sujet. Fait que, Ouais, évidemment, vous autres, votre particularité, c'est que vous brassez avec de l'eau d'érable. ouais. D'où est-ce que cette idée-là, elle vient, puis pourquoi tu utilises juste cette eau-là?
En fait, l'idée vient du fait qu'on est sur une terre agricole. Hmm. Donc, du moment que tu es sur une terre agricole, si tu veux exploiter une entreprise comme une salle de brassage, ben, il faut que les ingrédients proviennent de ton exploitation agricole. OK. Alors, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients dans une bière, hein. Il y a du grain, Hmm. il y a de la levure, du houblon, puis de l'eau. Et il faut que ça provienne majoritairement de ton exploitation agricole. Alors, ils s'attendent à ce que ce soit 50 de ta recette environ OK. ou de l'ensemble de tes recettes qui proviennent de ton exploitation agricole. Alors, on s'entend que pour dire que du houblon, c'est loin de 50 la levure encore moins. Le grain, on y a pensé, et c'est une des raisons aussi pourquoi on n'a pas été vers le whisky, c'est que sur nos terres, ici, nous, il y a beaucoup de collines, il y a beaucoup de pentes. Puis on a fait des demandes avec des agronomes et tout ça, puis on avait des risques d'érosion qui étaient un peu trop grands. Donc, ça en aurait OK. pu endommager nos terrains. Puis de toute façon, on a encore des chevaux aujourd'hui. Donc, nous, on fait du foin pour les chevaux. Alors, ça aurait été trop compliqué de tout changer l'exploitation pour aller vers le grain. Alors, on s'est dit, il reste l'eau. Et Hmm. on a posé des questions. Est-ce que l'eau d'érable peut être considérée comme une exploitation agricole? Alors, on a fait nos recherches et tout ça. Et effectivement, ça fonctionne. Alors, on a pu utiliser cet ingrédient-là pour dire que notre exploitation acéricole, donc d'érablière, qui est notre domaine principal, ben, il y a un projet qui est en parallèle, qui est le brassage de la bière avec l'eau. Donc, il faut que ce soit la OK. continuité d'une activité agricole. OK. Tu vois, ça, c'est vraiment intelligent quand même parce que c'est pas le. Tu penserais pas nécessairement à l'eau, tu sais, parce que l'eau, c'est tellement un bien, tu sais, universel, là, tu sais, Exact. c'est une ressource universelle, mais jamais j'aurais pensé à, hey, je récolte de l'eau sur ma propre terre, pourquoi pas l'utiliser? C'est Tu vraiment hot. sais, on a un puits, nous, on a de l'eau ici en très grande quantité. On n'a pas de problème en approvisionnement d'eau. Tu sais, le puits est, je ne sais pas combien de pieds de profond, mais dis-toi qu'il a été filtré par tout ce qu'il y a dans la terre. Hmm. Alors que là, ce qui filtre l'eau, mais c'est l'érable lui-même, c'est l'arbre qui va Ouais, chercher son eau dans le sol, puis qui il filtre et il te donne de l'eau. Et maintenant, faut l'utiliser à bon escient. OK. Ben, ma prochaine question, d'abord, est à moitié répondue, mais parce que on s'entend la quantité de travail pour démarrer. Parce que là, dans le fond, vous autres, les rablières, vous l'avez démarré de zéro. Là, tu n'avais pas déjà d'érablières sur C'est place. Là. exactement ça. C'est la folie de ce projet-là, c'était de dire, OK, on va faire la brasserie, on a besoin d'eau d'érable, mais on n'a pas d'érablière. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'était de commencer, on a commencé les travaux au 1er octobre 2018 et sur toutes les fins de semaine, parce qu'on travaillait la semaine à ce moment-là sur d'autres choses, ben, c'était de démarrer l'érablière. Donc, on s'est fait aider pour tout démarrer cette patente-là. Puis de l'autre côté aussi, c'était de tout changer la vocation de l'écurie, parce que nous, la brasserie, elle est dans l'écurie. OK. L'écurie est faite en L. On a gardé un côté du L, puis le plus petit côté, on a tout strippé ça, on a recommencé en disant, OK, on refait des planchers, on fait des drains, on refait des murs, on fait une salle de brassage. Ça a été 8 mois de travail très acharné, mais on a réussi à avoir nos premières bières là, à la fin mai, début juin, on avait nos premières bières. Ouais, OK. exactement. Fait que dans le fond, vous aviez déjà en masse d'érable sur place. C'était juste dans le fond de toute l'installation qui entoure ça, dans le fond, qu'il fallait faire. Exactement. OK. Ici, il y avait une érablière qui était en fonction, si on recule des années, mettons 50, 60, 70. Et à un Hmm. moment donné, l'exploitation a arrêté. Puis, elle n'avait pas été entaillée depuis au moins une vingtaine d'années. Il y a beaucoup d'arbres qui avaient été coupés. Donc, on arrivait à une maturité qui était intéressante pour implanter une nouvelle érablière. Donc, on a fait affaire avec des ingénieurs forestiers qui sont venus faire des coupes sélectives, puis qui nous ont aidés à tout organiser ça. Puis finalement, on a réussi à démarrer en 2018, mais on a fini d'implanter l'érablière au bout de trois années de travail. OK. Donc, c'est quand même pas mal de travail pour arriver à faire l'érablière. Ouais, 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 puis c'est une bonne charge. je suis persuadé que tu t'es fait dire aussi que tu étais un peu fou de t'enligner là-dessus ou quelque Ouais, chose de ouais, même. ouais, ouais, c'est
Ouais, on se fait dire des fois qu'on est un peu marginal dans nos façons de faire, mais tu sais, moi, ce que j'aime dans tout ça, au niveau brassage, c'est que je peux allier du travail physique, je peux allier tout le côté artisan là-dedans Hmm. et tout le côté public aussi. On accueille des gens. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans ce projet-là. On parle, oui, d'érablière au printemps, on parle de bière tout l'été, mais à un moment donné aussi, la saison se termine, puis on peut relaxer, puis dire, OK, on prend quelques mois de repos, puis après ça, on repart. Ouais, Ça reste l'activité complémentaire à ce qu'on fait sur la ferme. ouais. Ça risque que vous êtes assez diversifié. Vous avez tellement, tu sais, je veux dire, tu t'en vas avec tes enfants pour une fin de semaine ou quelque chose de même. Tu peux facilement arrêter chez vous, puis il va y avoir plein d'activités, tu sais, différentes choses à voir que juste aller prendre une bière sur une terrasse. Tu sais. Fait que c'est Ben, quand tu même. ris, mais souvent, on se fait demander la question, est-ce que on peut amener les enfants? Ben, la réponse est oui, parce que viens faire des pique-niques, viens avec ta famille, viens avec tes enfants. Il y a les chevaux, les enfants, ils adorent les chevaux. Tu sais, on a des Hmm. packages qui sont jamais tellement loin de la terrasse. Les chevaux, évidemment, quand il fait beau et chaud, ben, ils viennent voir les gens. Puis, ça Hmm. crée une ambiance qui est familiale et c'est très agréable pour tout le monde. On a un lieu qui est vraiment très, très beau. Les gens nous disent que c'est super beau, puis qu'en plus, ben, on vient relaxer, c'est agréable. Tu sais, on est un peu en retrait de la ville, puis ici, c'est calme. Tu sais, en plus, on est surélevé par rapport à la route en bas. Donc, on n'entend pas de voiture, on n'entend rien. C'est d'un calme vraiment intéressant. L'ambiance est OK. cool. Les gens y reviennent. C'est ça qui Hmm. arrive. C'est ça l'important. Exact. Tu parlais tantôt, dans le fond, vous avez un puits, vous avez en masse d'eau. Oui. Est-ce que ça aurait pu être considéré comme provenant de Non, pas votre, vraiment. non? Non, pas OK. vraiment. Tu sais, on a le droit de l'utiliser quand même. On l'utilise, l'eau de notre puits. OK. Parce que, tu sais, veux pas, oui, l'eau d'érable, c'est une chose, mais on a quand même besoin aussi d'utiliser l'eau du puits parce que c'est pas toutes les bières maintenant qui sont faites à l'eau d'érable. Tu sais, au départ, quand on a commencé, les 2 premières années, on faisait pas une aussi grande production qu'aujourd'hui. Là, c'est sûr que 100% de nos bières étaient faites avec l'eau d'érable. OK. Mais tu sais, il faut à un moment donné voir que certaines bières sont plus favorables que d'autres avec l'eau d'érable. Puis là, écoute, c'est avec le temps qu'on a dit, OK, telle sorte de bière, on va les faire avec l'eau d'érable au printemps. D'autres, ben, ça va être, c'est plus favorable d'utiliser l'eau du puits. OK. Puis, de toute façon, à chaque fois qu'on fait une bière, ben, tu le sais qu'il faut atteindre des températures. Hmm. Puis si l'eau est trop chaude, ben, il faut que je rajoute de l'eau froide pour arriver. Mais veux pas, cette eau-là, c'est l'eau du puits. Donc, il y a OK. toujours un petit mélange de l'eau aussi qui vient du puits, mais on essaye quand même que ça soit majoritairement de l'eau d'érable qui soit dedans. OK. Côté érablière, c'est quoi le processus pour faire le sirop? Est-ce que c'est par l'ébullition ou il y a d'autres procédés? Je sais qu'il y a plusieurs procédés là, qui Ouais. existent pour. C'est là que toute la magie s'opère, en fait. Ouais. C'est quand on a pensé au projet, en fait, on a dit, bon, comment on peut opérer notre érablière pour qu'on la rentabilise au maximum. Alors, nous, de la façon qu'on fonctionne, c'est que ça marche par tubulure. On a un vacuum qui amène l'eau soit à la cabane directement ou dans des stations de pompage dans la forêt. OK. Cette eau-là, ensuite, bon, on la repompe vers la cabane. Elle s'accumule. Et là, comme tu dis, il y a plusieurs méthodes. Soit qu'on pourrait la prendre directement comme ça, faire l'ébullition. Hmm. L'eau, elle arrive à, disons, 2, 3 brix. Puis il faut OK. la monter jusqu'à 66 brix pour que ça OK. soit du sirop. 66, 67, c'est pas mal ce qu'on cherche à obtenir. Alors, on peut le faire par évaporation comme nos ancêtres faisaient, nos Ouais. grands-parents, puis, etc., avec un poêle à bois, puis tout le kit. Ça, sauf que c'est très long. Alors maintenant, les nouvelles techniques, c'est d'utiliser un osmose inversé. OK. Alors, l'osmose inversée, c'est que l'eau qu'on va récolter, l'eau d'érable, alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on passe ça dans un filtre qui est une membrane, tout simplement, et l'eau passe au travers ça. D'un côté, on va retenir la partie sucrée et on va concentrer cette partie-là pour arriver, nous, dans notre cas, à, mettons, 10, 12 brix. OK. Alors là, on a quand même beaucoup moins d'eau à faire bouillir parce qu'on est déjà rendu à 10, 12. Et ce qui sort de l'autre côté, c'est ce qu'on appelle le filtrat. Ça, c'est l'eau qui est rejetée par 99% des érablières, peut-être même plus.
On s'en sert pour laver nos cuves parce que c'est une eau qui est rendue tellement pure qu'elle est facile pour travailler tout ce qui est côté lavage. Ça endommage pas le stainless, etc. Et la majorité des gens, une fois qu'ils ont fait tout leur lavage, mais ils jettent tout le reste. OK. Et c'est là que moi, je me suis dit, ben, cette eau-là doit être fantastique pour faire de la bière. Alors, c'est le filtrat d'érable qu'on aurait rejeté dans la nature que nous, on récupère. Ça veut dire que 100% des gouttes d'eau qui tombent de l'érable, moi, je l'utilise. OK. Il n'y a rien qui est jeté. C'est soit qu'on fait le sirop d'un côté, soit qu'on lave nos équipements, ou soit que je la repompe vers la brasserie, où Hmm. là, je fais ma bière avec cette eau-là. OK. Et cette eau-là, parce qu'elle a passé par cette membrane, elle est complètement déminéralisée. C'est de l'eau pure. C'est du OK. H2O pur. OK. Alors, il me reste juste à travailler un peu la chimie, Ouais. puis d'aller rechercher des profils que je veux. Puis on est capable de faire à peu près toutes les sortes de bières avec ça. Wow, c'est vraiment hot, ça. L'eau, parce que là, par la suite, pour le sirop, là, dans le fond, le sucre qui est resté d'un côté de la membrane, tu vas le bouillir encore un peu plus, c'est ça, dans le Ouais, fond? là, c'est OK. ça, c'est que du côté de l'eau qui est sucrée, elle, ben, on va la conserver dans des cuves qui vont être refroidies le temps qu'on en ait suffisamment pour être capable de bouillir. Et l'enjeu, c'est que il faut pas que ça prenne trop de temps parce que cette eau-là, en fait, ce qui est la sève, hein, bon, ben, elle se conserve pas super bien. Hmm. Alors, on a des systèmes de refroidissement avec des mouvements, il y a toutes sortes de choses là-dedans. Puis, généralement, on accumule assez d'eau en peu de temps, tu sais, une journée, deux journées des fois. Puis là, on va bouillir. Nous, on a un système qui est au mazout. Donc, c'est pas un système au bois. On voulait pas aller du côté d'un système électrique. On préférait utiliser tout ce qui est cuisson parce OK. on croit, nous, au principe de Maillard pour la caramélisation de notre sirop. Alors Ouais. que quand on travaille avec des évaporateurs qui sont plutôt électriques, alors là, c'est pas chauffé par une flamme, par un feu, mais c'est par vapeur. Hmm. Alors, ça donne pas tout à fait les mêmes goûts, ça donne pas les mêmes profils. Puis nous, on pense que ce qu'on fait avec la quantité de feu qu'on y donne, puis le temps qu'on y donne, on arrive à faire un très bon sirop. Puis OK. ce sirop-là, ben, on peut évidemment le vendre soit ici, en canne, en gallon, mais ce qu'on fait principalement, c'est ça qui est vraiment cool, c'est que nous, on fait vieillir notre sirop dans des barils. Ouais. Alors là, j'achète des barils de whisky. Cette année, j'ai fait même venir des barils d'Europe. J'ai des barils de cognac, j'ai des barils de Xérès, j'ai fait Wow. venir des barils d'Écosse. Et on met tout notre sirop là-dedans, on le fait vieillir. Le sirop, il vient chercher tous les arômes, les goûts. C'est vraiment super bon comme produit. Puis une fois que j'ai vidé mon baril, ben, je prends un Imperial Stout que j'ai brassé, puis je jette ça Ouais. dans le baril. Ou encore, je prends une bière fumée qu'on a fait, je rejette ça dans le baril. Et là, je réutilise le baril encore quelques fois avec mes bières. Puis l'année suivante, mais quand on recommence le sirop, ben, je rachète d'autres barils, puis on se fait une rotation comme ça. Fait que C'est tellement hot. ouais. Fait Fait on réutilise tout, tout le temps, Ben, le c'est plus ça. possible. Fait que tout est autour du thème de la réutilisation, du recyclage. Est-ce que vous avez parti ça dans cette optique-là ou c'est venu avec? Ben, c'est pas mal venu avec l'esprit dès le démarrage. Je te dirais qu'on OK. voulait déjà récupérer toute l'eau. Euh, Faire vieillir les barils, je t'avoue que c'est pas tout à fait au démarrage. À un moment donné, OK. José est parti avec les enfants faire du ski. Elle est revenue avec une bouteille de sirop en me disant, faut que tu goûtes à ça. Elle avait été dans le Maine, à quelque part, je ne me souviens plus. Là. Puis, OK. elle ramène la bouteille, puis là, elle dit, faut que tu goûtes à ça absolument, c'est vraiment très bon. Et là, j'ai fait, OK, wow, c'était une bouteille vieillie dans un baril de Bourbon. Puis là, j'ai dit, OK, ça, c'est vraiment cool. Et là, on a acheté un premier baril, on l'a essayé, puis après ça, ça a fonctionné. Puis là, d'année en année, ben, on rachète des barils. Et là, tu vois, même cette année, là, on les a importés directement. Tu sais, le baril de cognac que j'ai eu, que j'ai trouvé, il a été vidé la journée même qu'ils me l'ont envoyé. Le cognac avait 20 ans. Wow. Le Xérès avait 30 ans. Donc, j'ai réussi à trouver des gens qui ont embarqué un peu dans mon histoire, puis qu'on a réussi à avoir tout ça ici. Puis, écoute, on essaie de les valoriser au maximum. Puis c'est vraiment cool.
C'est tellement hot. Puis j'ai tellement envie, moi je suis un amateur de bourbon, là, j'ai tellement envie de goûter à ton sirop bourbon, là. Et Ouais, c'est boy, vraiment bon. c'est sûr que je vais venir en chercher, j'ai pas le choix. Par après, ton eau que tu vas garder pour la brasserie, qu'est-ce, par quel processus ça passe? C'est-tu juste pompé dans la brasserie puis tu vas l'entreposer ou comment Ben, ça tu sais, marche? cette eau-là est comme déminéralisée complètement. Donc, il n'y a plus de sucre, il n'y a plus rien. Donc, c'est une eau qui va se conserver beaucoup plus facilement. Fait que OK. moi, j'ai quatre gros fermenteurs dans ma brasserie. J'ai quatre fermenteurs de 20 hectolitres. Puis, Hmm. tu sais qu'il y a un headspace en plus. Fait que Ouais. ça donne l'équivalent de 3000 litres d'eau que je peux emmagasiner dans mes fermenteurs. OK. Alors, moi, ce que je fais, c'est que là, je reprends cette eau-là. Et évidemment, comme le reste, on va la refaire chauffer. Mais en attendant, je la garde froide. Je la garde autour de 4 degrés. Puis s'il faut, je vais même la recirculer, tu sais, pour être sûr que on veut pas que l'eau devienne stagnante ou quoi que ce soit. Ouais, Puis ouais. ensuite de ça, bon, on a évidemment des trucs qu'on doit faire là, pour rendre l'eau plus intéressante, là, que ce soit par l'ajout de minéraux, de sel ou quoi que ce soit. Il Hmm. faut rentrer dans des critères quand même qui sont réglementés un peu. Et là, on arrive par la suite à faire nos bières avec ça. OK. Est-ce que ce genre de processus-là, c'est possible avec des équipements normaux d'érablière et de brasserie, ou il a fallu que tu customises un peu tes équipements pour venir à bout de faire ça? Tout se fait avec les équipements normaux. La OK, seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a creusé entre l'érablière et la brasserie une tranchée souterraine OK, pour pomper l'eau directement dans les fermenteurs. Donc, c'est OK. la seule chose qu'on a eu à faire. Et on a construit, évidemment que j'ai fait un peu de plomberie aussi pour être capable de repomper l'eau à travers mon système, là. Ouais, Mais sérieusement, ça n'a pas été un enjeu majeur de pouvoir construire la brasserie pour pouvoir utiliser l'eau d'érable. c'est vraiment hot, ça. Ouais. Fait que ça veut dire que ça sera à la portée de n'importe qui a une érablière, mettons, puis qui veut se passer une brasserie sur place, tu sais. Ouais. Dans le fond, La OK. seule chose, c'est que tu es à la merci de la nature. Ouais, ouais. Moi, je décide pas qu'aujourd'hui, je vais brasser. Hmm. On doit regarder qu'est-ce qui se passe avec la température, quand est-ce que ça va couler. C'est les érables, c'est la nature, c'est tout n'est pas de notre contrôle. Hmm. Et évidemment qu'il y a toujours une panne d'électricité pendant le temps des sucres. Tu sais, il y a tout le temps quelque chose qui arrive qui fait que ça fonctionne pas tout le temps comme tu aurais voulu. Tu vois, l'année passée, c'est notre système de réfrigération de la sève d'érable qui a lâché. Alors là, il OK. commençait à faire chaud. Là, je commençais à avoir des problèmes. Là, c'est l'urgence. Il faut que tu règles ça très rapidement parce que tu vas perdre ton eau. Heureusement on est rendu qu'on a des bons contacts, que les gens ils se déplacent rapidement, ils savent que quand on appelle, c'est urgent. Mais on décide pas quand on va brasser. Hmm. On se fait toujours une cédule probable, mais quand est-ce que l'eau va couler, ça se peut que ça coule beaucoup, ça se peut que ça coule pas beaucoup. Alors, c'est juste ça l'enjeu. C'est que tu remets ta cédule entre les mains de la nature. C'est tout ce que tu fais. Ce qui est quand même intéressant quand tu y penses comme du monde, tu sais. Ouais, c'est juste C'est que c'est jour, difficile, soir, nuit, fin de mais semaine. Tu sais, c'est ouais, comme c'est ça. ça. Ouais, ouais. C'est Parce que, vraiment tu sais, c'est beau intéressant. de dire on brasse, mais l'érable en tant que tel, quand ça gèle, des fois, c'est la forêt qui est notre problème. Ouais. Les bassins sont gelés, on n'est plus capable de transférer l'eau à l'érablière, donc pas capable de faire du filtrat, donc pas capable de brasser. Hmm. La saison des sucres, ça dure 5, 6 semaines. OK. Alors que quand on fait une bière, ta fermentation, elle, tu sais, on fait des longues fermentations. C'est rare que les bières restent moins de 3 semaines, un mois dans le fermenteur. OK. Alors, fait que ça me donne 2 séquences de 4 fermentations que je peux faire. Donc, je peux faire 8 bières différentes avec l'eau d'érable. C'est tout ce que je peux faire. Parce Hmm. que quand les érables ont fini de couler, je n'ai plus d'eau, là. Ouais. Puis ça s'accumule pas si facilement que ça, là. On Ouais. a tout compté nos nombres d'érables pour que ça fitte pour huit OK. bières qu'on est capable de faire. Ouais. Ah, c'est hot. Mais dans le fond, là, tu réponds à peu près à moitié à ma prochaine question, mais Ouais, vas-y. c'est quoi que ça représente en termes de gestion des matières premières de travailler juste avec l'eau d'érable? Là, tu me l'as dit, dans le fond, tu vas brasser uniquement quand tu as l'eau, donc quand l'eau sort des érables. Mais Ouais. qu'est-ce que ça va représenter pour le restant, mettons, des matières premières?
Pour le restant des matières premières, tu veux dire, ou pour le Ben, malt, mettons le le houblon et tout grain, ça, tes le grain. commandes. Ouais, c'est ça, tu Ben, prépares tout écoute, ça à l'avance ou. moi, ce que je fais, c'est qu'en février, pendant que on prépare l'entaillage et tout ça, je commande aussi mon grain. OK. Et moi, il faut que tout mon stock soit dans mon entrepôt au plus tard le 1er mars. Hmm. Alors, toutes mes 8 bières que je vais faire, par exemple, pendant la saison des sucres, ben, j'ai déjà calculé tout le grain que j'avais besoin. J'ai tous mes houblons, j'ai toutes mes levures, parce que j'ai pas le temps de rien faire d'autre que m'occuper de l'eau et de brasser. Hmm. C'est impossible il faut pas qu'il me manque rien. Alors, on révise 2, 3 fois pour être sûr que tout est là. Puis à la limite, je m'en commande des fois un petit peu plus parce que je le sais que ça se pourrait que je refasse un autre brasse après. Mais tu sais, je me suis fait un logiciel de suivi de tous mes inventaires pour être sûr que je sois tout le temps à jour. Je suis assez méticuleux là-dessus parce que s'il nous manque de quoi, ça marche pas. Je me mets vraiment dans le pétrin. Alors, c'est ça qui est important. Puis une des plus grandes problématiques, je te dirais, c'est que à certains moments durant la saison des sucres, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des grandes coulées. OK. Les grandes coulées, c'est des journées où là, ça coule abondamment. Donc OK. là, les bassins se remplissent partout dans la forêt. J'ai beaucoup d'eau à osmoser, donc ça me fait beaucoup de filtrat. Et si mes fermenteurs sont déjà pleins, et là, je me retrouve avec de l'eau que je veux pas perdre. Alors, j'ai d'autres fermenteurs que j'avais aussi achetés, que j'ai dans mon érablière, que je remplis. J'essaie de tout garder mon eau, mais c'est déjà arrivé où là c'était trop. J'ai été Hmm. obligé d'en acheter, par exemple, un 2000 litres maintenant. Alors, OK. 2000 litres, moi, je brasse du 1000 litres. Ça veut dire que je me suis enlevé quasiment l'équivalent de 2 brasses. Ouais. Mais au bout du compte, je suis arrivé quand même à faire toutes les sortes que je voulais faire, mais il y aurait pu avoir un problème que l'eau arrête de couler. Du jour au lendemain, l'eau est plus bonne. Hmm. Du moment que tu as 2, 3 nuits consécutives où ça ne gèle pas, l'eau elle change, l'eau est plus bonne, c'est fini. Je ne peux plus brasser avec l'eau d'érable. Donc, dans OK. ma cédule, là, ça se peut que des fois, la dernière, ça ne fonctionne pas. Fait qu'au niveau de la gestion des stocks, c'est vraiment l'eau qui est embêtante pour cette période-là. OK. Fait que Puis t'as pas après, il vraiment faut, place t'as pas vraiment place euh, à l'improvisation, là. Tu sais, il faut que tout soit seté. dans Puis, cette période-là de l'année, ouais. c'est aucune improvisation. Donc, je OK. peux pas dire on va faire un test, on va essayer une nouvelle bière. Oublie ça. J'ai pas le temps de faire ça. Il faut que ce soit des bières que j'ai déjà brassées pour la plupart. Ça va arriver des fois que je vais faire une nouvelle bière. Mhm. Mais tu sais, c'est pas le temps d'aller faire un test super funky, là. C'est pas le temps du tout. Nous, Ouais. on travaille dans cette période-là, surtout nos bières que j'appelle classiques. Tu sais, notre gamme permanente, là, tu sais, nos fameuses blondes, rousses, pilsner, je vais faire mes Berliner aussi pendant ce temps-là. Tu sais, je vais faire des bières toujours en sachant que nous, c'est l'été qu'on est ouvert. Mhm. Moi, ma brasserie n'est pas ouverte l'hiver. J'ouvre le 1er mai. Alors, il faut que j'aille de la OK. bière pour le 1er mai. Alors là aussi, j'ai appris avec le temps que c'est important de regarder aussi le temps que ça fermente. Alors, c'est pas Mhm. le temps d'aller se faire une lager qui prend 2 mois, à Ouais. part que si c'est dans ton deuxième cycle. Dans ton premier cycle, je vais faire des ales, mes ales qui vont fermenter plus rapidement. Puis peut-être que dans le deuxième, je vais faire des lagers, mais jamais dans mon premier cycle, parce que là, je me pénalise. Alors, c'est des choses que j'ai fait dans le passé que, à un moment donné, c'est regrettable, mais je pouvais pas rebrasser parce que j'avais plus d'eau, puis ma bière était pas prête encore. Fait que Ouais. c'est ça. OK. Alors, fait que, heureusement, comme on disait, on est ouvert pas mal l'été. Alors, on brasse plus de bières pâles et les bières plus pâles sont plus favorables à l'eau d'érable parce que j'ai moins besoin d'ajouter des sels et des minéraux. Donc, c'est OK. comme si on se retrouvait avec l'eau de République tchèque à Pilsen, nous autres, là. Ouais, On ouais. part avec ça, puis Ben, c'est ça, on ouais. ajoute. Tu sais, fait qu'on fait des super bonnes bières lager, pilsner, grâce à ça. Ouais. Mm. Justement, on va en reparler un peu des seuls, mais avant, il y a 2 ans, justement, avec JF Le Gentil, en entrevue, tu parlais que tu ne pouvais pas garder l'eau bien longtemps. Tu viens d'en parler, justement, tu sais, as 4 fermenteurs, etc. T'as-tu acheté d'autres équipements depuis ce temps-là pour en conserver ou tu es Non, encore. je suis Non? encore au même équipement. Moi, j'ai rien rajouté d'autre.
OK. Moi, ce qui est arrivé, c'est que si on vient au tout début de notre histoire, on Hmm. regardait pour faire le whisky. J'avais acheté de l'autre côté du lac, ici, c'est Rigaud, c'est OK. le Castor qui est là. Ouais. Puis le Castor avait décidé de vendre son équipement. Puis il y avait il y avait 5 fermenteurs de 20 hectolitres. Fait que moi, je suis allé là. C'était exactement ce que je cherchais comme équipement pour faire la distillation. Et il y avait même d'autres cuves que j'avais en surplus. Puis j'ai acheté ça. Puis finalement, comme tu sais, on n'a pas fait la distillation, mais de la brasserie, mais je suis encore avec les mêmes équipements. J'ai OK. absolument rien changé. Je me suis rajouté des bassins pour le côté érablière, Hmm. mais même un évaporateur, parce que la première année, les 2 premières années, on bouillait pas ici. J'avais pas eu le temps, on bouillait chez le voisin. Fait qu'on transportait OK. l'eau en plus chez le voisin. Fait que c'est comme. Fait que là, Wow. à un moment donné, on s'est dit, OK, là, quand ça est arrivé la 3e année, mais là, on a dit, OK, là, on va mettre notre évaporateur. Puis on avait pris un peu d'expérience aussi sur les cuissons et tout ça. Tu sais, les gens, ils pensent que faire de l'érable, c'est facile, mais moi, je te dirais que je travaille bien plus fort dans mon érablière que dans ma brasserie. Ouais. C'est pas mal plus difficile, je te dirais, de bien gérer tous les impondérables de ce côté-là que ce qui peut se passer dans la base. OK. Mais est-ce que c'est d'un plan, mettons, de te rajouter, je sais pas, une coupe de toast que tu peux se mettre 1000, 2000 litres en plus ou quelque chose de même ou pas en tout? Ben, tu vois, cette année, on va on va faire des changements dans l'érablière pour optimiser notre rendement de récolte. OK. Tu sais, j'avais pas vraiment d'expérience non plus du côté érablière quand on a construit ça. Tu sais, Hmm. quand j'étais jeune, on en faisait un peu avec mon père, mon oncle, on faisait ça à Chaudière. On avait 50, 75, 100 chaudières. On faisait ça autour d'une petite cabane, puis on bouillait. Ça n'a OK. rien à voir avec un système sous vacuum, puis de travailler sur des longues distances. Moi, écoute, c'est 2 kilomètres de long là, Et pour quand me rendre même. à la station OK. de pompage, c'est loin. Wow. Alors, on a fait des petites erreurs de conception qu'on va probablement régler cette année en changeant de la grosseur de tuyau. Puis, ça va augmenter, en théorie, on s'entend, c'est toujours de la théorie, ça devrait augmenter Ouais. mon rendement. Donc, je devrais avoir plus d'eau. Si OK. j'ai plus d'eau, je vais le savoir cette année. Alors là, ça va m'obliger à aller rajouter des cuves. Mais Hmm. j'en ai une déjà qui est en stand-by, qui a 6000 litres que je peux rentrer dedans. Wow, Alors, quand même. c'était une bouilloire que moi, j'ai jamais utilisée, mais je l'ai gardée. Ouais. Alors, au pire, je ressors cette bouilloire-là, j'ai 6000 litres d'eau. 6000, c'est quand même pas mal. Quand même Mais, pas mal, ouais. ouais, c'est ça. Alors, mais ça veut pas dire que ça va être optimal non plus, parce que le problème, c'est que j'ai une station de pompage dans la forêt et c'est là que ça va couler plus. OK. C'est là que je vais avoir un problème parce que j'ai un petit réservoir, puis probablement que mon 6 litres va aller dans, 6000 litres va aller dans la forêt, puis j'en aurai plus ici. Alors, ça va m'obliger à regarder des options pour l'année suivante. OK. Ça, c'est une autre affaire aussi, hein, parce que moi, quand je fais une bière, je brasse une seule fois par année ma bière. Ouais. Tu sais, si elle est faite à l'eau d'érable, si je veux faire un changement, la prochaine fois que je peux tester cette bière-là, c'est l'année Dans un prochaine. an. Ouais. Ouais, c'est. Alors, tu sais, c'est des longs processus. Alors, on essaie de faire le moins d'erreurs possible quand on va brasser. Mais comme je te disais, quand je suis revenu de l'Europe avec toutes mes nouvelles théories, on a essayé des affaires là, parce que le cours se faisait de février à mars. Alors, OK. la première partie de l'année, c'est José, ma blonde, qui s'est tapé toutes les rabières tout seul le temps que j'étais là-bas. Alors, on OK. avait quelqu'un qui travaillait avec nous à ce moment-là, mais écoute, c'était un peu bordélique. Mais quand on est revenu, ben, j'avais déjà plein d'idées. J'ai pas pu les mettre en place tout de suite. J'ai fait des petits Ouais. changements, mais c'est l'année d'après Hmm. que là, on a dit, OK, là, on va changer ça. On va voir ce que ça fait comme changement. Faut que tu sois patient, ça veut dire, hein, parce que ton R&D et ton amélioration continue, elle s'échelonne sur plusieurs années, là. Exactement. Mais ça c'est le fun que tu me dises ça parce que oui, il faut être patient, mais nous, ici, tu sais, notre façon de penser, c'est que on peut pas aller plus vite que le temps que ça prend pour le faire. Ouais. Nous, le temps est un ingrédient de nos bières. Hmm. Ça fait partie des ingrédients. On fait aucune fermentation rapide. On filtre aucune de nos bières. Ensuite de ça,
on fait toute la refermentation en bouteille. On est 100% bouteille, Ah ouais, 100% OK. refermenté. Des fois, OK. on refermente avec du dextrose comme bien d'autres, mais on va faire aussi du sirop d'érable. Il y a des bières que je refermente avec notre sirop d'érable, ça donne un autre texture. Mes fûts sont refermentés 100% dans mes fûts. J'ai pas de bright tank, moi, j'ai pas ça. OK. Alors, je travaille que ce côté que moi j'aime, c'est le côté artisan, puis on y donne du temps. Moi, je dis tout le temps aux gens, ben, un artisan va façonner sa bière, il va la travailler pendant que l'industrie, lui, va essayer de la contrôler. Hmm. Alors, moi, je la travaille, ma bière. Puis on espère tout le temps que ça va donner la meilleure bière. Puis souvent, ben, les résultats ça, escomptés, mais ben, c'est ce qu'on obtient. Fait qu'on on est content. C'est vraiment hot. OK, je savais pas en plus que vous refermentiez en bouteille. Ouais, Ouais, ça te met un autre layer. En plus, si tu peux rajouter ton sirop d'érable là-dedans, c'est ouais, vraiment hot, là, le layer que ça peut t'amener, là, en plus. exact. Puis on est tout Ouais. embouteillé à la main. Tu sais, OK. on n'a pas, j'ai pas d'embouteilleuse. Fait que, tu sais, c'est des pipettes, puis on embouteille. Ça nous prend une journée faire 1000 litres. Tu sais, fait que, fait que nous, c'est du temps. Exact. C'est de l'artisanal, hein? C'est de l'artisanal. Ouais, c'est ce qu'on aime promouvoir. Exactement. Ouais, ouais. Côté profil d'eau, tu en as parlé un petit peu. Fait que là, dans le fond, Ouais. ton eau, elle sort complètement. Ben, t'as fait-tu tester des fois pour savoir s'il il reste un résidu ou quoi que ce soit? Ou ton process il est quand même assez. Ben, je l'ai fait tester à quelques occasions, puis à chaque fois, ça sort de la même façon. Ça OK. sort qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien en tout. C'est de l'eau déminéralisée. OK. Alors là, il faut juste s'assurer qu'il y a assez de calcium, assez de magnésium dans l'eau pour que les levures puissent travailler correctement, puis etc. Ouais. C'est juste de rajouter des trucs. Puis c'est comme tout le monde fait. C'est juste que Ouais. moi, il faut que je reparte de zéro. Tu pars de zéro, mais tu peux y donner le profil d'eau que tu Je peux lui veux. donner le profil que j'ai. Puis Ouais. ça, cette idée-là m'était venue quand je t'avais fait mon cours en Colombie-Britannique, là où on faisait de la distillation. Il disait qu'il y a plusieurs endroits qui vont faire de l'osmose inversée. Eux autres, ils le faisaient là-bas parce que il y avait une eau qui était particulière, très dure, etc. Fait que il éliminait beaucoup de choses en faisant de l'osmose inversée, puis il retravaillait l'eau. Puis je Hmm. me suis dit, mais moi, je pars déjà d'une eau qui est osmosée. Alors, c'est le meilleur des mondes. C'est juste que Ouais. maintenant, c'est moi qui vais décider. C'est Ouais. pour ça qu'on brasse au printemps, comme je disais, beaucoup de bières plutôt pâles, parce que j'ai moins de sel à rajouter. Tu sais, si je veux faire un porter, un stout, tu sais, ça prend pas mal plus de stock. Fait que ça Hmm. vaut pas la peine de rajouter autant de trucs dedans, Hmm. alors que je suis tellement près d'une eau qui est pure. Alors, Ouais. on a juste décidé de faire les choses différemment. C'est vraiment hot. Une fois que l'eau est mise en attente, là, tu parlais, tu sais, t'as fait bouger quand même, t'as fait agiter, etc. Est-ce que Ouais. tu vas la traiter à un certain moment ou pour la conserver plus longtemps ou Non, parce que c'est vraiment pas long. En ouais, fait, tu sais, c'est comme une fois que ça rentre dans la brasserie, ça va être brassé dans la 24, 48, 72 heures qui s'en vient. OK. Tu sais, c'est juste qu'une fois que les fermenteurs sont pleins, c'est juste que là, des fois, à retenir peut-être une semaine. Mais tu OK. sais, retenir une semaine de l'eau à 4 degrés, il y a pas vraiment de danger quelconque. Hmm. Alors, elle reste stable. Tu sais, on a fait nos vérifications, puis il y a pas de problème. C'est juste qu'à un moment donné, quand les premières bières, il faut pas que tu oublies que l'eau, elle coule pas toute d'un seul coup. Tu sais, Ouais. elle va couler un petit peu dans la première semaine, je fais une bière, mais après ça, dans la deuxième, je fais une deuxième bière. Dans la troisième, ça se peut que je fasse une troisième, peut-être une quatrième bière. Hmm. Mais pendant ce temps-là, la première, elle a presque fini de fermenter. Hmm. Alors là, il me reste peut-être une semaine à attendre. Je la sors, on relave la cuve, puis là, je repars mon autre cycle. Fait que c'est Hmm. à chaque semaine, il y a quelque chose qui se passe. Hmm. Généralement, ça se fait assez bien. Puis là, c'est comme tu as dit, quand il y a une grande coulée qui arrive, là, j'accumule. Puis souvent, c'est après mes 4 premières fermentations. OK. Jusqu'à date, c'est ça qui est arrivé, mais tu sais, il y a rien de définitif, là. Ouais, ouais. Ça pourrait changer n'importe quand. Il faut Hmm. s'ajuster constamment. Ouais, ouais. Puis Tu ce que viens de je fais faire. aussi, c'est que je fais Ouais. des bières avec deux brassins. OK. Fait que ça aussi, c'est un autre truc que j'ai pogné, c'est que des fois, moi, j'ai un mash tun de 10 hectolitres, Hmm. mais j'ai des fermenteurs de 20 hectolitres. OK. Alors, je sais qu'il y a des bières que je vends plus que d'autres. Ouais. Alors, selon ce que je vois qui se passe, mais si j'ai beaucoup d'eau,
ben, je vais faire la bière avec 20 hectolitres. Fait que là, Ouais. je viens de me passer, puis là, ça se peut que j'en fasse deux comme ça de suite. Hmm. Puis des fois, je reviens à 10, puis on va jouer avec ça. Tu sais, l'ordre n'est pas définitif. Ce qui est définitif, c'est qu'il n'y a jamais il y a jamais un horaire qui va être respecté. Hmm. C'est la seule chose qui est définitive. Alors, il faut orchestrer tout ça avec ce qu'on obtient. C'est tout. Ok. C'est bon, ça. Ben, tu viens de me faire penser à une question. Vos rejets là, de lavage, comment ça marche? Parce que dans le fond, vous avez. Je ne sais pas comment vos rejets fonctionnent, si, tu sais, vu que tu as un puits, etc. Ouais, ben c'est ça. Là, Comment on est tu sur, fonctionnes avec ça? quand Ouais? on est sur une terre agricole comme ça, nous, on doit récupérer nos eaux de lavage. OK. Donc, en fait, ce que je me suis fait avec le temps, parce que ça finissait que ça coûtait cher, là, tu sais, de tout le temps faire retraiter ça, faut aller faire retraiter à l'extérieur. Donc, OK. nous, on accumulait ça dans des tôtes de plastique, puis on allait envoyer ça, mettons, chez des gens qui vont retraiter toute l'eau dans des systèmes d'épuration, puis etc., etc. Mais on s'est dit, ben, le caustique que je vais utiliser, mais il est encore utilisable. Alors là, je me suis fait Ouais. construire des cuves où je suis capable de conserver la bonne température, puis je fais plusieurs cycles avec mon caustique. OK. Alors, il n'y a rien qui retourne dans nos fosses septiques. Nous, on n'a pas le droit de faire ça. Il Ouais, faut c'est ça. absolument on récupère tout. C'est c'est une autre chose aussi avec le fait d'être agricole, c'est que moi, je peux pas ouvrir la valve puis j'envoie ça dans le réseau. Ouais, Là, c'est c'est ça. pas de même que ça marche. Là. Ouais, ouais. Puis il faut vraiment, puis en même temps, je veux pas parce que je vais Ah non. me contaminer. Ouais, c'est ça. Tu Alors, travailles, c'est, tu vas contaminer ta propre matière première, là, dans le fond, là, tu sais. ben, c'est ça, tu sais, les rabières est Ouais. en haut de la côte, mais ça reste que mon puits, lui, tu sais, puis tout ça, il y a le lac des Deux-Montagnes en face, j'ai pas envie qu'il y ait de trucs qui se retrouvent dans le lac, tu sais, on essaie de protéger notre environnement. Si on Mhm. travaille tout autour de ça, ça serait vraiment bizarre de dire on rejette tous nos résidus de lavage dans les égouts. On n'a pas d'égouts, en fait, là, c'est des fosses septiques, mais à un C'est moment ça. donné, l'eau a fini qu'elle ressort, puis elle retourne dans le sol. Mais Ouais. on veut pas faire ça. OK. Est-ce que tu dirais que ton eau d'érable va donner un goût particulier à tes bières? Puis Ça, c'est là, une question que j'entends souvent. ouais, ben c'est ça, tu sais, c'est comme à double tranchant, mais tu Ouais. sais, c'est votre particularité, mais est-ce que tu dirais que tu pourrais, mettons, voir la différence entre une bière, tu sais, avec l'eau de ton puits puis l'eau de tes érables ou quelque chose de même? Tu sais, la question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que ça goûte l'érable? La première réponse, c'est que ça ne peut pas goûter l'érable. Non. OK? Ouais. Parce que c'est le filtrat. Il y a pas le sucre de l'érable. Par contre, quand on fait bouillir la bière, on a des odeurs d'érable qui vont être là, mais au final, la bière goûtera pas vraiment l'érable. Mhm. Par contre, tu me demandes, est-ce qu'on est capable de comparer une eau du puits puis l'eau d'érable? Si je te mets deux bières une à côté de l'autre, tu vas être capable de le faire. OK. Si je te donne une bière puis je te demande c'est-tu de l'eau d'érable ou si c'est de l'eau du puits, ça devient un peu plus difficile. OK. Ce qu'on voit avec l'eau qu'on utilise, le filtrat, c'est que ça donne une texture de l'eau. C'est très soyeux. C'est des bières, tu sais, c'est justement, tu sais, quand tu prends une Pilsner qui vient de la République tchèque, ben, tu le goûtes. Si tu compares ça avec un autre type de bière qui n'est pas produit à la même place, mais tu vas voir la différence en termes de texture. Mais si tu prends la même bière que j'ai fait avec l'eau du puits puis l'eau, tu sais, c'est difficile de Mhm. le voir tant que ça parce que c'est la même bière que tu compares. Mais tu sais, si je compare une bière que je fais la Saint-Placide qui est une Kölsch, puis que je la compare avec une eau que j'ai utilisée de mon puits pour faire un autre type de bière, une rousse ou whatever, puis que j'ai pas utilisé, tu vas voir, il y a une différence marquée entre les deux. Parce que Mhm. la minéralité n'est pas la même. Ça, c'est clair. OK. Mais Tantôt, c'est la texture qui est importante. OK. Tantôt, tu parlais de bière qui se prêtait mieux à l'eau d'érable. Tu dirais que c'est quel type de bière qui se prête mieux à ça, puis, ou non? Ben, c'est vraiment par rapport au fait que faut que je travaille l'eau. Donc, Mhm. si j'ai à ajouter, je sais pas, des très grandes quantités de sel parce que je veux faire, j'ai un porter que je fais, mettons, là, pour pourvoyeur.
Mais maintenant, je la fais plus avec l'eau d'érable parce qu'il fallait tellement que j'ajoute de trucs dedans. Puis là, à un moment donné, c'est comme ça marche plus. Ça a pas de sens qu'on fasse ça. Donc, on a décidé de faire que les bières plutôt pâles avec l'eau OK. d'érable. Puis du moment où on tombe dans des bières plus foncées, mais il y a une exception à ça, il y a une bière brune que je fais à l'eau d'érable, OK. mais c'est pas une bière brune lourde et costaud. C'est plus une bière brune qui vient d'une inspiration un peu plus du nord de l'Angleterre où c'était moins lourd. Là. C'est la Joe Brown qu'on appelle, parce que Joe Brown, c'est celle qui nous aidait à bouillir l'eau d'érable. Donc, OK. cette bière-là est faite avec de l'eau d'érable, refermentée au sirop d'érable, avec la face de Joe Brown sur la bière. Mais c'est la seule qu'on fait maintenant avec plus foncée, avec l'eau d'érable. Tout le reste, c'est vraiment la blanche, les blondes, les Berliner, les bières surettes avec quoi on va rajouter des framboises ou des trucs comme ça. Hmm. Euh, on fait une IPL, on fait nos IPA aussi avec ça. Mais du moment où on tombe dans des bières qui ont besoin, même la IPA, c'est limite un peu. Tu sais, des Ouais. fois, tu veux, as besoin de rajouter un petit peu plus. Ça, c'est vraiment la limite que je me permets. OK. Autrement, c'est les bières plus foncées, c'est maintenant. Tu sais, je fais une Schwarzbier, je fais un Porter, je fais une bière fumée. Une bière fumée qui est vraiment cool parce que on fait fumer le grain chez un voisin ici Ah ouais. qui s'appelle la boucanerie de Belle-Rivière. OK. On prend le grain, on envoie ça dans son fumoir, ça ressort avec un goût qui est exactement comme son jerky, ça goûte son jambon, puis ils ont une expérience de 40 ans. Alors, la bière, lui, c'est sa face que tue, elle s'appelle la boucaneux. Fait que OK. nous, toutes nos bières, c'est des personnages, c'est des vrais gens. On s'est dit, on fait une brasserie à grandeur humaine, mais on va mettre des humains sur nos bouteilles. Fait C'est, que cette bière-là, mais comme lui en a besoin à d'autres moments, tu sais, il y a des moments forts, lui, comme, mettons, à Pâques. mhm. Ben, moi, Pâques, là, ça fit pas, c'est une lager. Ça fit pas. Ça veut dire que je me suis dit, OK, cette bière-là, ben, parce qu'elle est foncée, ben, elle sera jamais à l'eau d'érable. Fait que OK. c'est comme ça aussi qu'on entretient la cédule en même temps. C'est tellement hot. Vraiment, là, j'adore votre concept. C'est vraiment hot. C'est un casse-tête, par exemple, mais c'est le fun. Ouais, ouais. Mais t'as de quoi à être fier par après, là, tu sais. Un coup que. C'est quand t'as Ouais. eu une bonne saison, t'as de quoi être fier en maudit, par exemple, tu sais. Ouais, c'est ça, on travaille fort. Tu sais, pour être honnête, là, on met pas mal d'efforts dans la période des sucres. Hmm. Après ça, ça se calme. Je te dirais, on prend une semaine de vacances après parce qu'on est brûlé, parce que c'est jour, soir, nuit, fin de semaine. Tu sais, t'as pas de temps. Puis Ouais, t'as tout le temps des problèmes à régler. Après ça, on prend une semaine de congé et là, on ouvre la brasserie. Nous, on est ouvert les vendredis soirs OK. de 4 à 8, samedi, dimanche de 1 heure à 5 heures. Ça, c'est nos heures d'ouverture de mai à octobre. OK. Parce que le reste de la semaine, ben, il faut entretenir le terrain, il faut s'occuper des chevaux. Tu sais, on a aussi d'autres boulots en parallèle. Alors, il faut faire tout ça en même temps. Quand on Ouais. arrive le mois d'octobre avec l'Octoberfest qu'on vient de faire là, ben, ça fait du bien. Tu sais, Ouais. ouais, le temps des sucres, comme le temps de la bière pour nous, c'est le fun quand ça commence, puis en même temps, il y a un petit fun aussi quand ça finit. Tu sais, c'est Ouais. comme on vient de fermer la boucle. On est super content de ça. Puis déjà, on repense à l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? Ouais. On a tout le temps, tout le temps, tout le temps des idées. C'est vraiment cool. Ouais. C'est quoi les pires problèmes qui vous arrivent tu sais, par rapport à toute la méthode que tu utilises, là? C'est quoi les pires problèmes qui te sont arrivés ou que tu voudrais pas qu'ils t'arrivent? Je sais pas. Ben, ce qui est difficile, on l'a vécu une fois l'année passée, c'est des pannes d'électricité. OK. Nous, ici, je ne sais pas pourquoi, on est près de la chute. Il n'y a pas une année où on manque d'électricité. J'ai beaucoup de mes systèmes qui sont sur du 600 volts. OK. Puis j'ai pas de génératrice pour ça. Alors, ça m'embête du côté de la brasserie, mais du côté des érablières aussi. Tu sais, aujourd'hui, pas d'électricité, c'est tough. L'année passée, on a travaillé avec des génératrices, puis tout ça, on y arrive. Mais écoute, l'année passée, il a manqué d'électricité pendant qu'on embouteillait. Ah, C'est comme, ah là, OK, on fait ça comment? En tout cas, on a fini quasiment à la chaudière, tu sais, je veux dire.
On a, c'est comme- on s'est, écoute, on a des photos de ça. On a descendu notre truc au sol. On s'est organisé avec les moyens du bord. J'avais une petite pompe qui marchait sur du 110 que j'ai réussi à relaver puis à réutiliser. On vidait, en tout cas, c'était un paquet de tours. Puis ce qui aurait dû nous prendre, il nous restait à peu près une demi-heure à faire. Ça nous a pris 5 heures. C'est pour aller embouteiller. Fait que Oui, ça, c'est vraiment notre côté pour nous qui est plus problématique. On s'est rééquipé maintenant un peu plus, là, ça va mieux. Autrement, si quand tout va bien, mais c'est plus quand on a trop d'eau que là, ça nous fait mal d'en jeter. Le ouais, filtrat, tu sais, on l'a travaillé fort, tu sais, pour aller chercher ça. Faut pas que tu oublies que le système dans la forêt, ben, il faut qu'il soit, c'est un vacuum. Ça veut dire qu'il faut pas qu'il y ait de trous. Ça veut dire qu'à tous les jours, il faut aller marcher la forêt avec nos équipements parce qu'il y a un arbre qui est tombé, il y a une contrepente à quelque part, ça a gelé, il y a un écureuil qui a mangé une ligne. Il faut aller tout réparer ça. À tous les jours, il faut y aller. Il faut maintenir notre forêt impeccable. C'est très demandant. hmm, Ça, c'est plus José qui fait ça. Moi, j'y vais une fois de temps en temps, mais à un moment donné, on s'est séparé les tâches parce que on le sait qu'à tel endroit, il y a plus d'écureuils, tu sais, puis à tous les jours, il faut aller le réparer. Puis en même temps, c'est correct parce que c'est centralisé, tu sais, il y en a pas partout. Fait qu'on les OK. écœure pas trop. Puis, on sait que c'est là que ça se passe, puis on y retourne. Mais autrement, tu sais, c'est quand même pas si pire autre que ces problèmes. OK. En terminant, c'est un modèle d'affaires qui est assez restrictif, là, comme on a Ouais. vu. Après bientôt 5 ans, est-ce que tu ferais les choses autrement si c'était à refaire ou si tu ferais tout ça exactement pareil? Pour être honnête, je referais ça exactement pareil. Ouais. Ouais. Parce que il y a une dimension dans ce qu'on fait qui est comme complètement différente. Tu sais, on a la chance de travailler deux types de produits. Tu sais, nos Hmm. produits d'érable sont vraiment bons. Comme on disait, c'est vieilli. Nous, on fait des marchés de Noël ou des affaires de même. Les gens, ils adorent ça. Ils triplent là-dessus. L'autre côté, tu as toute la bière, tu as tout le côté artisan qui est à travers ça. Moi, j'étais né sur une ferme. J'ai vécu toute ma vie sur une ferme. J'étais le plus jeune de la famille. C'est mon frère qui a la terre aujourd'hui. Alors, d'avoir la chance de retravailler sur une ferme, ben, ça, c'est inestimable. Hmm. Parce que tu peux pas enlever ça de tes tripes, de dire, bon, on se lève le matin, on sort, puis on commence à travailler en ouvrant la porte. Tu sais, il y Hmm. a tout le temps quelque chose à faire. C'est un mode de vie. Moi, je le dis tout le temps. C'est pas vrai que tout le monde serait capable de faire ce qu'on fait, mais une fois que tu as compris que c'est un mode de vie, Hmm. puis que tu te poses pas de questions, moi, je vis pas de trafic. J'ai pas ça du trafic. Tu sais, alors, on a des journées remplies, mais on est épanoui dans ce qu'on fait. Puis, Hmm. je pense que ça transparaît dans nos produits, puis dans les événements qu'on fait. Parce que, tu sais, on en fait plusieurs, les événements à l'été en plus. Ouais. Alors, tout ça mis ensemble, ça fait qu'on aime ça. Mais si j'avais pas à fermer à la première semaine d'octobre puis de dire on se revoit juste dans une couple de semaines pour le marché de Noël ou qu'on se revoit dans une couple de mois pour le mois de mai, je suis pas convaincu que ça serait la bonne solution parce OK. que c'est très demandant. Mais sur 6 mois, c'est parfait. Hmm. C'est vraiment Ben, cool. ça transparaît aussi quand t'en parles. On le voit que t'es passionné, puis c'est vraiment beau à voir. Bravo, en tout cas, pour tout ça. Mais merci. Pour finir, t'avais-tu des plugs? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Ben, premièrement, je te demanderais où est-ce qu'on peut trouver vos produits? Ben ça, c'est assez difficile parce que nous, on croit vraiment au côté régional de la microbrasserie. Tu sais, on fait pas beaucoup d'hectos par année. Tu sais, on dépasse à peine 100 hectos par année. Hmm. Alors, on fait peut-être 120, 100. Écoute, la plus grosse année, ça a été 140, 150 peut-être. OK. Alors, on concentre majoritairement nos activités à la ferme. Nous, ce qu'on aime, c'est que les gens ils viennent ici, qui débarquent, qui viennent dans nos activités. On n'est pas ouvert souvent, mais on est super accueillant quand on est ouvert. Puis on fait des activités, on fait venir des gens qui jouent de la musique. On a
plein de choses. Alors, majoritairement, on essaie de vendre sur place. Pour nous, c'est plus intéressant comme ça parce que j'ai pas de distributeur. C'est moi qui va livrer au José. Alors, Mm. il faut partir avec nos caisses dans le camion. Puis là, on va à certains endroits. On se limite vraiment beaucoup à ce qu'il y a autour de chez nous. On est ouvert à avoir d'autres points, Mm. d'autres points de vente, mais on ne va pas aller tellement loin. Pour nous, ce qui est important, c'est qu'on valorise les produits du coin. On valorise, comme je te le disais tantôt, les grains de la boucanerie de Belle-Rivière, mais on a aussi le gingembre qui pousse sur une ferme voisine ici. On Wow. fait une surette citron-gingembre. C'est son gingembre qu'on utilise. C'est ça fâche sur l'étiquette. C'est OK. Nadine de la ferme L'Enracinée. Puis nous, ben, les vendredis, ici, on a un marché fermier. Elle vient vendre ses légumes ici le vendredi. OK. Donc, c'est ça que nous, on encourage. On Ouais. encourage les gens à venir ici. Puis on a évidemment des points à quelques endroits. Tu sais, à la boucanerie de Belle-Rivière, c'est sûr qu'il y en a, à Mirabel. On a quelques autres endroits aussi jusqu'à, mettons, jusqu'à Lachenay. On a un petit peu à Montréal. Tu sais, on a un point à Montréal, c'est Maltea, parce que mon cousin OK. travaille là-bas. Fait que, tu sais, c'est le seul endroit où on va à Montréal. Autrement, c'est vraiment dans la région. Peut-être qu'à un OK. moment donné, on va s'étaler. Tu sais, on a Saint-Eustache, on a Saint-Jérôme. Peut-être tu sais, on se déplace. Mais en même temps, c'est tout le temps moi qui embarque dans mon auto puis qui va Ouais. faire le tour. Tu sais. Fait que pour l'instant, c'est ça. Puis on essaie de valoriser les restaurants du coin. Les gens, moi, j'aime ça quand ils prennent une bouteille puis qu'ils prennent le temps de déguster ma bière directement sur la table. Je trouve ça cool. Moi, pour moi, une bouteille, ça va bien dans un restaurant. Ouais. Puis qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Des événements, ben, Ben pas de écoute, nouvelles bières, là, mais pour l'instant, ben, mais pas nécessairement de nouvelles bières, mais bon, on a nos marchés de Noël. On s'en va vendre au marché de Noël d'Oka, on va à celui de Saint-Jérôme, on s'en va à celui de Sainte-Adèle, puis on en fait un, nous, le marché de Noël ici, le 9-10 décembre. OK. En attendant, on s'en va en semi-vacances, je te dirais. On part pour l'Europe. Je m'en vais visiter des brasseurs avec qui j'ai fait ma formation, mais on OK. s'en va aussi faire un stage. On s'en va faire un stage chez Cantillon. Wow. Ouais, on a été les rencontrer l'année passée. On leur a parlé de notre projet. On leur a dit que nous, ça nous intéressait de valoriser aussi le terroir, disons, l'air de notre espace ici. Si on serait capable de faire de la fermentation spontanée, c'est une chose qu'on regarde. OK. C'est, encore une fois, je trouve que c'est très terroir. Ouais. Et puis nous, c'est ce qu'on vise. Alors, on s'en va une couple de semaines chez Cantillon. Puis au retour, ben, on commence les marchés de Noël. C'est ce qui est prévu pour les prochaines semaines. C'est donc ben hot, ça, un stage. Il y en a beaucoup qui tueraient, je pense, pour avoir un stage chez Cantillon, là. C'est- Ouais, ben écoute, c'est comme un concours de circonstances. L'année passée, on allait visiter des brasseries. Puis je suis rentré là. J'avais d'abord écrit un courriel comme quoi j'étais intéressé à faire ça. Puis il m'a dit, mais gars, viens me voir. Finalement, je suis allé, on a jasé. Puis tout de suite en finissant la discussion, il m'a dit, garde, je te prends. Puis l'année prochaine, tu me dis quand tu veux venir, puis let's go. Fait qu'on s'en Wow. va faire ça 2 semaines. Moi puis José, on s'en va les deux travailler 2 semaines semi-vacances, là. Puis on Mhm. va aller visiter d'autres brasseurs aussi. On a été invités dans d'autres endroits pour aller faire des mélanges de gueuses, par exemple, ou des choses comme ça. Fait Wow. qu'on, ouais, C'est vraiment on hot. s'en va triper. Moi, c'est dans mes bières préférées que j'aime beaucoup les bières sèches. Ces bières de fermentation spontanée-là qui ont eu le temps. Nous autres, encore une fois, c'est le temps. Ils ont eu le Mhm. temps de vieillir. Nous, ça rentre très bien dans notre cadre. D'autant plus qu'on voulait faire le whisky, puis on disait, ben, le whisky, c'est plusieurs années d'attente, mais la gueule, c'est le même principe aussi. Donc, il y a de l'attente, mais on est patient, on va y arriver. C'est Mhm. certain. Ben, je suis vraiment C'est ça, content pour vous autres. ouais. Puis évidemment, le 5e anniversaire l'année prochaine. Ouais. Le 1er juin, on va faire un pop party, je pense. L'objectif, c'est qu'on ait toutes nos bières qu'on a faites dans les dernières années, qu'elles soient toutes disponibles le 1er juin l'année prochaine. Alors, c'est pour ça que OK. je vais commencer à brasser un petit peu pour prendre l'avance parce que, tu sais, à un moment donné, on a comme 16 bières. Si je commence pas bientôt, je vais avoir de la misère. Fait que je Ouais. fais mes lagers. Pendant qu'on est parti en voyage, ben, ils OK. vont être dans les fermenteurs. Puis quand on va revenir, on va pouvoir les embouteiller. Ben, c'est vraiment hot. Pour vrai, là, félicitations. C'est vraiment un très beau projet. C'est vraiment hot tout ce que vous faites avec ça. Puis on le voit que vous êtes passionné, là. C'est vraiment cool. Bravo, là. Félicitations. C'est vraiment hot. Moi, ça me fait Excellent. Fait triper des qu'écoute, affaires de même.
Ouais. Moi, j'invite les gens à venir faire un tour, à venir voir ce que c'est Wilsey, pour comprendre c'est quoi exactement. Mais il n'y a rien de mieux que de venir faire un tour. C'est pas loin, on est à 1 heure de Montréal. Ouais. Alors, c'est un beau week-end, une belle journée. Tu viens faire ton pique-nique, tu amènes ta famille. On a du plaisir. Puis je pense Hmm. que c'est un endroit, je pense, qui est à découvrir. Nous, on dit qu'on est une destination brassicole. On travaille autour de ça pour que ça soit agréable pour tout le monde. C'est vraiment cool. Ben, merci beaucoup d'avoir été à l'émission. C'était vraiment le fun. Ben, Yes. merci beaucoup de ton invitation aussi, que j'ai sauté sur l'occasion quand j'ai vu que tu cherchais des sujets. Je disais, hey, let's go, on parle de chez Wilsey. C'était parfait, ça. C'était parfait. Bon, ben, merci, man. Puis Merci beaucoup. à vous autres, les auditeurs, je vous dis à un prochain épisode. Cheers!